Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur d'une question qui touche notre quotidien, notre alimentation, les aliments ultra transformés, les AUT comme on dit souvent. Oui, bonjour. On va décortiquer ensemble une étude clinique assez récente parue dans Cell Métabolisme et reprise par Le Monde. Elle apporte un éclairage franchement frappant sur leurs effets. Absolument. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle va plus loin que les observations habituelles. Vous savez, les études épidémiologiques. C'est ça. Là, on touche à quelque chose de plus direct. Elle suggère que l'impact de ces aliments, pensez aux céréales du petit-déj, aux plats préparés biscuits, soda, même certains pains demi-industriels, cet impact pourrait être nocif en lui-même. Indépendamment des calories ou du sucre, c'est ça l'idée. Voilà, potentiellement, indépendamment même de leur profil nutritionnel de base qu'on lit sur l'étiquette. C'est ça qui est nouveau. Et c'est un point essentiel parce que, franchement, ces produits, ils sont partout. Ah oui. On parle de plus de 50% des calories au Royaume-Uni, aux États-Unis. En France, c'est autour de 35% d'après la cohorte Nutrinet. C'est énorme. Considérable. Et en supermarché, c'est encore pire, près de 80% de l'offre. Incroyable. Alors justement, cette nouvelle étude, qu'est-ce qu'elle révèle de si particulier ? Ok, allons-y, décortiquons ça. Bon, pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler d'où on part. Depuis des années, on avait beaucoup d'études épidémiologiques, donc, qui suivaient des grandes populations. Oui. Et elles montraient toutes des liens, des associations, entre manger beaucoup d'UTI et plus de risques de maladies. Obésité, bien sûr, diabète, problèmes cardiaques, certains cancers. Même des troubles de l'humeur, comme la dépression, si je me souviens bien. Exactement. Mais voilà, le problème avec ces études, c'est qu'on voyait des liens, mais on avait du mal à savoir si c'était l'ultra-transformation elle-même qui posait problème. Ou si c'était juste que les gens qui mangent ces produits ont aussi une alimentation moins équilibrée en général. Trop de calories, trop de sucre, pas assez de fibres. C'est tout à fait ça. Ces aliments sont souvent faits pour qu'on ait envie d'en manger beaucoup. Ils sont très appétants. Donc, difficile de démêler la cause exacte. Corrélation n'est pas causalité, comme on dit. Et c'est là qu'intervient cette étude clinique américaine menée par le NIH. Précisément, là, on change de méthode. C'est une expérimentation contrôlée, beaucoup plus rigoureuse, avec une quarantaine de volontaires, des adultes en bonne santé au départ. Alors, comment ils ont fait concrètement? C'est la méthode qui est clé, j'imagine. Tout à fait. Ils ont divisé les participants en 2 groupes. Pendant 3 semaines, un groupe a mangé un régime où plus de 75% des calories venaient du AUT. D'accord. L'autre groupe, pendant ce temps, avait un régime avec uniquement des aliments frais, peu ou pas transformés, des choses cuisinées simplement. Et le point crucial, c'était quoi? L'apport calorique. Exactement. C'est ça le cœur de l'expérience. Les repas étaient conçus pour que les 2 groupes aient accès, sur le papier, à la même quantité de calories, de protéines, lipides, glucides, mais aussi de sucre, de sel et même de fibres. Attendez. Donc, des menus très différents, industriels d'un côté, fait maison de l'autre, mais avec des étiquettes nutritionnelles théoriques identiques. C'est ça l'idée. Les participants pouvaient manger à volonté ce qu'on leur proposait, mais la composition proposée était calibrée pour être équivalente sur le plan nutritionnel. Pendant 3 semaines. Et après? Après, il y a une pause de 3 mois, une période de wash-out pour effacer les effets, et ensuite ils ont inversé. Ceux qui mangeaient UOT sont passés au non transformé, et vice-versa, pour 3 autres semaines. Ah, d'accord. C'est un essai croisé, donc. Très solide comme méthode. Oui, c'est le gold standard, un peu comme pour tester des médicaments. Ça permet de comparer chaque personne à elle-même, en plus de comparer les groupes. Ça limite beaucoup les biais. Bon, alors, les résultats. J'imagine qu'ils ont été parlants. C'est le moins qu'on puisse dire. Les résultats sont très nets et assez spectaculaires, surtout sur une si courte période, 3 semaines seulement. Alors? Ce qui est vraiment fascinant, c'est que pendant les 3 semaines sous régime ultra transformé, les participants ont pris du poids, en moyenne presque 1,5 kg. 1,5 kg en 3 semaines? Oui. Et pendant ce temps, ceux qui étaient sous régime peu transformé, eux, ils en ont perdu quasiment autant. Et la prise de poids sous EUT, c'était quasi exclusivement de la graisse. 1,5 kg de graisse. Alors que l'offre calorique était la même, ça bouscule quand même l'idée que seule la quantité de calories compte, non? Complètement. Alors l'étude a quand même regardé pourquoi. Et une partie de l'explication, c'est que les gens mangeaient plus, spontanément. Ah. Même si on leur proposait la même base calorique. Oui. Ceux sous régime AET consommaient en moyenne 500 calories de plus par jour, spontanément. 500 calories. Mais pourquoi la texture, le manque de satiété? C'est l'hypothèse principale.
Peut-être la texture très molle, facile à manger vite. Peut-être un manque de fibres réel, malgré l'équivalence sur le papier. Ou les saveurs très intenses. Tout ça pourrait brouiller les signaux de satiété. On mange plus vite, sans forcément s'en rendre compte. D'accord, donc première explication, les AET nous poussent à surconsommer. Mais vous disiez que ce n'était peut-être pas que ça, qu'il y avait d'autres effets. Effectivement, cette prise de poids est liée à la surconsommation, c'est clair. Mais l'étude a aussi trouvé des changements biologiques, préoccupants, qui ne s'expliquent pas juste par ces calories en plus. Comme quoi, par exemple? Eh bien, au niveau de la santé cardio-métabolique, c'est tout ce qui concerne le cœur, les vaisseaux, la gestion des sucres et des graisses par le corps. On a vu des signes de dégradation rapide. Par exemple, des changements pas terribles dans les taux de cholestérol. Et vous parliez aussi d'hormones? Ça, c'est souvent au cœur des régulations fines. Exactement. Et ça, c'est un point très important. Les chercheurs ont observé une baisse de certaines hormones clés, celles qui sont impliquées dans le métabolisme énergétique. C'est-à-dire? Pour faire simple, ce sont les hormones qui disent au corps « brûle les graisses et les sucres » ou au contraire « mets-les de côté, stocke-les ». Une baisse de ces hormones, ça suggère que le régime OUT perturbe cette gestion de l'énergie et favorise peut-être le stockage. D'accord. Et l'article du Monde mentionnait aussi un impact possible sur la fertilité masculine. Qu'est-ce qu'il en est ressorti exactement? La spermatogénèse. Oui. Et aussi une moins bonne mobilité des spermatozoïdes, leur capacité à bouger. Mais, et la nuance est capitale, cet effet-là a été observé dans une partie de l'étude où le régime UAT était combiné à un surplus de calories, plus 15%. Ah, d'accord. Donc pas dans la comparaison à calories égales. Non, pas dans la comparaison directe où l'apport calorique était strictement égalisé. Donc pour la fertilité, le lien semble plutôt lié à la surconsommation calorique que ces aliments favorisent, plutôt qu'à l'ultra-transformation elle-même, à calories égales. C'est une distinction très importante. Donc l'effet direct de l'UET à calories égales, c'est surtout la prise de poids et les problèmes métaboliques. La fertilité, c'est plus complexe, lié à l'excès calorique induit. C'est ce que cette étude suggère, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais la cause directe est moins claire pour cet aspect précis. Bon, et est-ce qu'on sait pourquoi ces OUT ont ces effets? Est-ce que l'étude a exploré les mécanismes, les additifs, les contaminants des emballages? C'est là que ça devient peut-être encore plus inquiétant. Oui, ils ont cherché des pistes. Une des hypothèses, c'est les contaminants chimiques. Ceux qui viennent soit des processus industriels eux-mêmes, soit des emballages, souvent en plastique. Et alors? Ils ont mesuré des choses dans le sang des participants. Oui. Et ils ont trouvé une tendance à l'augmentation d'un phtalate particulier, le XCXMNP, après le régime OUT. Les phtalates, ce sont des produits chimiques qu'on utilise pour rendre les plastiques plus souples. On en trouve dans les emballages, mais aussi dans les équipements industriels. Et ces phtalates, ils sont connus pour être des perturbateurs endocriniens, c'est ça? Exactement, des substances qui peuvent interférer avec nos hormones, brouiller les messages. Donc, trouver plus de ce phtalate après le régime UAUT, ça pourrait être une piste pour expliquer une partie des dérèglements hormonaux observés. Une piste sérieuse, donc, même si ça demande confirmation. Bien sûr, ça reste une hypothèse à ce stade, mais ça pointe vers un lien possible entre la chimie de ces produits et notre biologie. Et les PFAS, ces fameux polluants éternels? Ils en parlent? Oui, et la surprise. Le résultat est assez contre-intuitif. La concentration de certains PFAS dans le sang était plus élevée après le régime peu transformé. Ah bon? Mais pourquoi? Les chercheurs n'ont pas d'explication très claire. Ils supposent qu'il y a pu y avoir une contamination lors de la préparation de ces repas sains, peut-être via les ustensiles ou les contenants utilisés par l'entreprise qui fournissait les repas. D'accord. Donc, ça montre que c'est complexe et qu'il faut rester prudent. Tout à fait. Ça demande plus de recherche pour comprendre ce résultat inattendu. Mais il y a eu une autre découverte étonnante sur le lithium, c'est ça? Oui, c'est un des résultats les plus intrigants, je trouve. Ils ont mesuré une baisse significative du lithium dans l'organisme des participants après les 3 semaines de régime ultra transformé. Le lithium, on pense plutôt aux médicaments pour l'humeur. Exactement. On le trouve naturellement en très faible quantité dans l'eau, certains aliments, mais il est surtout connu comme régulateur de l'humeur, utilisé dans le traitement des troubles bipolaires notamment. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un lien entre cette baisse de lithium due aux UAT et le risque plus élevé de dépression qu'on voit dans certaines études épidémiologiques? L'article du Monde citait une grosse synthèse de 2024. C'est une hypothèse que cette découverte soulève, oui. C'est encore très spéculatif, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais ça ouvre une piste de recherche intéressante sur l'impact des UAT sur la santé mentale au-delà du physique. C'est fascinant. Donc,
si on essaie de rassembler tout ça, l'idée forte qui ressort, c'est que l'ultra-transformation en elle-même, le processus global, pose problème. C'est vraiment ce que cette étude clinique renforce. Ça suggère que ce n'est pas juste une question de compter les calories, le sucre ou le gras sur l'étiquette. C'est plus profond que ça. C'est le package complet de l'ultra-transformation qui serait en cause. Les ingrédients très raffinés, les additifs qu'on ne met pas dans sa cuisine, la texture dénaturée et peut-être ses contaminants. C'est tout ça qui agit sur notre corps. Voilà, c'est la perspective qui prend de plus en plus de poids. L'étude suggère que la nature même de ces produits, leur matrice alimentaire artificielle et les procédés utilisés ont des effets biologiques mesurables et rapides, indépendamment de la composition nutritionnelle brute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au final? Est-ce qu'on peut dire que la nocivité spécifique de ces aliments industriels est maintenant démontrée avec un bon niveau de preuve et que regarder juste les calories ou l'équilibre nutritionnel, ça ne suffit plus? Je pense qu'on peut dire ça, oui. Cet essai clinique apporte vraiment un haut niveau de preuve bien plus solide que ce qu'on avait avant avec les études d'observation. Il confirme et donne une base causale plus forte aux nombreuses données épidémiologiques qui pointaient déjà dans cette direction. C'est une avancée majeure. Une avancée majeure, oui, et qui a des implications énormes vu comment ces produits ont envahi notre alimentation. Tout à fait. Ça pose des questions de fond sur notre système alimentaire, sur les choix qu'on a vraiment, sur l'influence de l'industrie. C'est vrai que ça ouvre des perspectives assez vertigineuses. Si le simple fait d'ultra-transformer un aliment le rend potentiellement mauvais pour la santé, au-delà de ses nutriments, ça nous interroge tous. Sur comment notre environnement nous pousse vers ces produits. La pub, la disponibilité, le prix parfois. Exactement. Et la question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on fait? Individuellement, bien sûr, mais surtout collectivement. Comment on navigue là-dedans pour protéger notre santé? C'est une réflexion essentielle qui est loin d'être terminée. Absolument. Une réflexion à poursuivre. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur cette étude importante. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette analyse. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet.